Donc on est ensemble jusqu'à 16h30, on va essayer de terminer la table ronde un peu avant pour que vous ayez le temps de poser des questions. Et on a un enjeu assez complexe à gérer ensemble en cette fin d'après-midi, c'est-à-dire que le titre de cette table ronde est beaucoup trop long et complexe, mais il n'est pas autant que le sujet. Donc on va essayer d'abord de définir pourquoi en fait on va avoir beaucoup d'acteurs, beaucoup de problématiques, de points de regard, pour se poser la question de la transition alimentaire de nos territoires de manière globale et peut-être comment le design peut intervenir là-dedans. Je tiens aussi à rappeler à nos élèves en Bac plus 3 qu'on a un studio d'innovation sociale sur lequel ils étaient intervenus l'année dernière et sur lequel ils vont encore intervenir cette année. Donc la nouvelle promo sur la question justement de comment en tant que designer ils peuvent choisir un axe pour venir aider un type d'acteurs de ces questions de plans alimentaires territoriaux pour les aider à trouver des solutions. Donc ils peuvent agir auprès des écoles, ils peuvent agir auprès des producteurs, ils peuvent agir auprès des EHPAD, des écoles, enfin des... Il y avait quoi d'autre, de la distribution en circuit court, etc. Et donc en fait à chaque niveau, le designer peut avoir une action, que ce soit la création d'identités visuelles, d'événements, de design systémique comme on l'a vu, de design d'espace aussi pour qu'on ait envie de dessiner des lieux dans lesquels on a envie de passer du temps et imaginer les choses autrement, etc. Donc voilà un peu le contexte de cette intervention aujourd'hui à l'Institut de Design. Et autour de la table, en effet, comme tu le disais, on a des super invités. On a Quentin Leloarer qui est le responsable, c'est pas le terme responsable, je crois, animateur, responsable du plan alimentaire territorial. Chargé de mission. La communauté de communes Côte d'Émeraude. On a Alexandre Ozna qui a créé la petite boucle, vous en avez probablement entendu parler déjà à l'école de design, et donc qui est le maître composteur de ces lieux, intramuros, et donc voilà, qui permet de répondre à un vrai problème qui est, voilà, on a des restaurants qui essayent de faire de mieux en mieux, de limiter l'impact sur l'environnement à travers la réduction des déchets, mais il y a un moment, on a des déchets, et quand on est en centre-ville, qu'est-ce qu'on en fait? Donc la solution, c'est d'appeler Alexandre. Flore Millet, qui est le titre exactement responsable d'innovation, consultante au Centre culinaire conseil, et donc qui est spécialiste des filières alimentaires territorialisées notamment, elle vous en parlera. Elle a travaillé sur la filière blé récemment. Et puis Laura Mario, qui est la directrice grand-ouest de Brest Café, voilà, et donc qui nous parlera du travail pour la relocalisation du sarrasin. Brest Café qui se fait de manière différente, d'abord bien travailler et valoriser le geste traditionnel de la galette, mais aussi imaginer qu'on peut faire beaucoup d'autres choses avec le sarrasin que simplement la galette pour le sortir de son carcan qui est certes valorisant et délicieux, mais qui parfois peut être limitant pour cette filière. Et ensuite poser la question de ok, maintenant qu'on sait qu'on peut faire plein de choses avec le sarrasin, comment on fait pour savoir qu'on a du bon sarrasin fabriqué en Bretagne qui est souhaitable pour notre environnement et notre société. Donc on en parlera. Et puis alors, je continue avec les introductions parce que je vais faire la prof. Et je vais faire la prof bordélique, je voulais indiquer. Ici, on parle de design culinaire. Moi, je parle beaucoup de design culinaire, c'est un peu ma spécialité. Et donc, ce que je voulais indiquer, c'est pourquoi est-ce qu'on arrive à une question justement de design culinaire qui va être de plus en plus territorialisée. Donc, l'alimentation, elle est devenue de plus en plus, donc elle est sensorielle par essence, et on a eu une approche esthétique et même esthésique de l'alimentation qui fait qu'on se rapproche de la nécessité d'une artificialisation entre guillemets du culinaire. Donc le culinaire devient élevé au rang d'art, et donc de plus en plus les chefs deviennent un peu des stars créatives, et donc on voit des photos dans les magazines, sur les réseaux sociaux, etc., qui nous font saliver d'avance par leur esthétique. Et parfois, on connaît même plus l'esthétique d'un chef, l'esthétique d'une marque alimentaire que sa réelle saveur. Donc ça, c'est le travail de Jean-Jacques Bouteau, notamment sur le sujet. Et puis après, il y a tout un courant de pensée qui va poser plutôt la question de la sociologie alimentaire, des usages, et donc de pourquoi on mange les choses, dans quel contexte, avec qui. Et donc on voit que dans nos cultures, et dans toute culture, l'alimentation, elle est aussi là pour rythmer les saisons, naturellement. Donc il y avait une évolution qui était beaucoup plus évidente, en fait, de ce que l'on mangeait tout au long de l'année, quand on était rattaché aux saisons, donc au terroir, à une alimentation qui était produite localement en fonction de ce que la nature nous donnait, mais aussi des rites sociaux, souvent religieux, qui font aussi qu'il y avait des périodes de privation, des périodes de fête,
des périodes où on allait manger tous ensemble et on allait partager un repas, quels que soient nos goûts et nos individualités. Et donc ça nous amène à tout un questionnement de la sociologie alimentaire. Et puis après, on s'est posé la question de l'alimentation comme étant un potentiel de valorisation d'un territoire. Et donc là, ce sont des études plus récentes. On arrive à 2012 avec les premières études qui nous disent que voilà, le marketing culinaire et le design culinaire à travers son travail sur les usages, la forme, l'esthétique, va pouvoir valoriser un territoire. Et donc, on a un peu des nouvelles disciplines qui apparaissent en 2018 avec le marketing culinaire et territorial. Puis la publication d'un superbe livre en 2019 sur le sujet, marketing culinaire, que j'ai publié aux éditions Duno, c'était dit avec beaucoup de goût. Mais voilà, donc on arrive avec un sujet, le culinaire, qui n'est plus que celui de se nourrir. En fait, on a la chance d'être dans une société où, certes, pour certains, et à certains moments, la question est avant tout de répondre à des besoins nutritionnels et d'en avoir les moyens, mais c'est aussi beaucoup une question de plaisir, de sociologie. Et donc ça amène à tout un champ des possibles. Voilà. Et donc, ce qui fait que quand on parle de design culinaire, c'est des savoirs à mobiliser, des méthodes d'innovation, des enjeux à maîtriser, le comportement du consommateur, l'innovation sociale, le développement territorial, les tendances, la prospective, etc. Le design culinaire, c'est faire de l'éco-calculation, avoir une idée de l'impact de nos pratiques sur notre environnement. C'est des techniques en design, l'architecture, l'urbanisme, le design d'objets, l'artisanat, etc. Ce sont des activités qu'on va devoir prendre en compte, la distribution, la logistique, la vente, l'hospitalité, l'événementiel, l'animation, l'ingénierie quand on parle d'agroalimentaire. Et donc tout ça, ça nous amène un gros gloubi-boulga de problématiques qu'il faut prendre en compte quand on est un designer culinaire. Et d'autant plus quand, en fait, on veut agir pour la transition alimentaire des territoires. Et ça, c'est le petit coin en bas à droite. En fait, on va avoir des objectifs qui vont être potentiellement différents de manière individuelle en fonction de la posture qu'on a dans notre société. Mais si notre objectif commun il va être celui de développer l'économie locale, d'agir avec frugalité et sobriété, de favoriser une démocratie alimentaire, d'agir pour la résilience des systèmes alimentaires sur un territoire, eh bien là on va peut-être se retrouver. Et donc ce que je voulais vous indiquer de la même manière, c'est pourquoi en fait autour d'une table, on peut avoir des ingénieurs agro, plutôt des gestionnaires, des personnes qui vont avoir des formations en anthropologie, en sociologie, pour nous parler du design de système alimentaire. C'est parce que en fait, ces disciplines elles se retrouvent autour du même enjeu qui va être celui peut-être de l'économie sociale et solidaire et du développement territorial. Donc, par exemple, dans les métiers de l'agroalimentaire, on est allé plutôt dans un questionnement en se disant tiens, il faut que je fabrique un yaourt, comment je fabrique mon yaourt, à me dire en fait, mais dans quel contexte je vais manger mon yaourt, et en fait, quelle est la filière qui permet de fabriquer ce yaourt. Et finalement, en fait, comment est-ce que je vais relocaliser ma filière laitière et mes produits et mon packaging potentiellement sur le même territoire pour avoir le yaourt le plus éco-responsable. Et donc ça a impacté les métiers des agronomes. De la même manière, l'économie circulaire, et Louise vous en parlera beaucoup mieux, on s'est posé la question d'abord, les premières définitions c'était la gestion des déchets, donc le recyclage. Mais après la question de la circularité, avec une réhumanisation, une renaturalisation de l'économie. Puis après, on s'est posé la question de quelles sont mes levées d'action pour cette économie circulaire et comment je déploie un design circulaire en amont pour que tout se déroule derrière. Et donc je vous parlais de design alimentaire. Il y avait d'abord un peu une discipline qui était plutôt le design agroalimentaire. Il n'y avait pas vraiment de discipline pour les autres métiers de l'alimentation. Puis le design culinaire, avec toute la question qui s'est posée plutôt autour des expériences de restauration, donc le design d'expérience et gastronomique. Et aujourd'hui, on va avoir tout un nouveau courant qui va être celui de design de solutions alimentaires territorialisées. Et donc maintenant qu'on a des ingénieurs agro qui vont se poser la question des systèmes alimentaires territorialisés, des filières alimentaires sur les territoires, qu'on a des économistes qui se spécialisent dans le design circulaire et qui s'intéressent aux questions de l'alimentation, et qu'on a des designers qui vont se poser la question de comment on développe des solutions alimentaires sur les territoires, et bien on va pouvoir tous travailler ensemble pour essayer de commencer à développer des débuts de solutions. Voilà. Et puis après, à chaque étape de tout ça, parce que rien ne disparaît, et ben on peut imaginer des projets qui vont coupler des compétences. Voilà. Donc toutes ces compétences peuvent se croiser pour imaginer des solutions communes. Voilà. Hop.
j'amène au sujet, je vais vous passer la parole. Et ce que je propose, c'est que chacun d'entre vous présente rapidement quel est votre rapport à la question de la filière territorialisée, ou du design de système alimentaire territorialisé. Ce que je souhaitais dire aussi, c'est qu'on avait mis territorialisé, évidemment, et circulaire nécessairement. C'est-à-dire que là, on arrive à la fin d'une journée qui vous a indiqué que les solutions, elles se font à un système, à un niveau intermédiaire qui est celui du territoire. En tout cas, on porte ce discours et on espère vivement qu'il y aura des solutions qui émergeront à l'échelle des territoires. Et deuxièmement, pour que ça fonctionne, nécessairement, il faudra que ce soit circulaire. Voilà. Laura, quel est ton rapport à la filière sur les territoires et qu'est-ce que vous faites à Brest Café dans ce sens? Comment on règle ce problème? Ouais. Je pense que c'est trop fort, ça devrait. Trop fort. Tu veux que je fasse un test? Continue, vas-y. Bonjour à tous déjà. Merci Virginie de nous avoir conviés à cette table ronde aujourd'hui. Donc moi je travaille pour l'enseigne Brest Café, qui est une enseigne de restauration installée historiquement à Cancale, puis Saint-Malo et récemment Fougères. Le développement s'est fait un petit peu à Paris et au Japon, mais l'ancrage de la maison Brest Café est vraiment, comme son nom l'indique, plutôt bretonne. Brest Café, c'est une enseigne de restauration, mais il y a plusieurs piliers qu'on essaye de valoriser au mieux, qui sont la transmission avec l'atelier de la crêpe, qui est notre école qui forme au métier de crêpier, donc qui est un premier engagement, puisque parler de culture sarrasin, c'est aussi former des futurs crêpiers, puisque c'est on va dire, le patrimoine gastronomique que l'on transmet nous dans nos restaurants. Et le deuxième engagement que l'on essaye de mener à bien, c'est la filière sarrasin, avec notre ferme à Saint-Coulon, qui est située entre Cancale et Saint-Malo, où c'est une ferme que M. Larcher, le fondateur de Brest Café, a repris il y a quelques années maintenant. Et ça fait 2 ans que l'on produit notre sarrasin dans cette ferme à Saint-Coulon. Donc c'est vraiment juste en face de l'Anse du Guesclin. C'est un projet qu'on mène à bien depuis 2 ans, depuis la période Covid. On a produit le sarrasin, on l'a transformé en farine, avec le moulin de la Fatigue qui est situé à Vitré, qui est le moulin historique avec qui on travaille. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de relocaliser la production sarrasin à notre échelle. Donc avec beaucoup d'humilité, on le fait dans notre ferme, mais on n'est pas encore en capacité d'autosuffisance dans tous nos restaurants. Mais en tout cas, on essaye d'impulser cette idée-là, de produire le sarrasin localement. Et il y a aussi un message qu'on essaie de transmettre à tous les agriculteurs et paysans qui font d'autres cultures, de relocaliser le sarrasin en Bretagne. Donc ça, c'est une mission qu'on essaye de mener à bien, donc, par l'intermédiaire de cette ferme, par l'école aussi, pour valoriser l'écologie, on va dire la relocalisation du sarrasin en Bretagne. Et non, mais là, c'est vraiment l'objectif de cheval de bataille. Voilà, cheval de bataille. Et dernièrement, depuis l'année dernière, on a lancé une association qui s'appelle Quer Brezaille, ça veut dire paysan breton en breton, qui est une association qu'on a lancée pendant la période Covid, parce que M. Larcher, donc le fondateur, a été particulièrement touché du taux de suicide des agriculteurs pendant cette période. Parce que lui-même avait des parents agriculteurs, donc il a lancé cette association pour valoriser et la filière sarrasin et la filière pomme, qui sont 2 filières que nous valorisons dans nos restaurants. Donc voilà, on met en place différentes missions pour répondre à ces objectifs-là et pour transmettre des engagements forts de relocalisation de production de sarrasin et de pommes en Bretagne au sein du réseau Brest Café. Voilà. Merci. Bonjour à tous, merci également pour cette invitation, Virginie, à cette table ronde. Donc moi, Flore Millet, je travaille au Centre Culinaire Conseil depuis pas très longtemps, depuis 1 an et demi maintenant. Et en fait, effectivement, je suis en charge de tous les projets qui touchent aux filières de production agricole, agroalimentaire. Et j'ai un passé professionnel très attaché aux filières, puisque j'étais auparavant dans l'association Bleu Blanc Cœur, donc je ne sais pas si ça vous parle, mais qui a toujours pour mission de travailler sur le développement de filières vertueuses en France et de relocalisation de filières. Au niveau du centre culinaire, du coup j'ai rejoint le centre culinaire en tant
porteuse de projets plutôt liés à tout ce qui est amont des filières de production alimentaire. Et donc c'est une expertise qui n'était pas présente au centre culinaire, mais qui pour nous est essentielle dans les enjeux actuels pour aborder la question de l'alimentation. En fait, on ne peut plus faire sans prendre en considération les gens qui produisent pour nous nourrir. Et de fait, aujourd'hui, au niveau du centre culinaire, on est très engagé dans l'accompagnement des filières, des porteurs de filières, des porteurs de projets, pour comprendre les moteurs d'engagement des producteurs, pour s'engager dans des filières vertueuses. Et qu'est-ce qui fait qu'ils gardent la motivation? Parce que souvent, s'engager dans des filières vertueuses pour des producteurs qui font leur métier depuis quelques années avec certaines manières d'agir, c'est difficile de modifier les pratiques et ça sous-entend qu'on les accompagne, qu'on les incite, mais qu'on comprend aussi ce qui va être leurs freins, ce qui va être leurs besoins et ce qui va leur permettre de maintenir leur motivation pour s'engager. Donc c'est pas si simple, on ne peut pas décréter juste qu'on va passer en bio ou qu'on va réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. Il y a une réelle modification de pratique. Et cette réelle modification de pratique, elle doit être rémunérée, normal, hein. Quand on fait des efforts, on a besoin aussi d'avoir une reconnaissance. Et de fait, il est ultra important pour pérenniser des filières d'aller comprendre ce qui fait la valeur pour le consommateur et donc ce qui va générer l'acte d'achat chez le consommateur. Et l'acte d'achat a un prix supérieur qu'un prix sur un produit standard. Donc, cette mécanique de filière, d'engager les producteurs, de les motiver, de les rémunérer, elle n'a de sens que si on trouve des débouchés marchés et si les consommateurs sont prêts à acheter un produit à une juste valeur. Et donc notre travail au centre culinaire, c'est d'aller comprendre un petit peu tout ça comprendre, donc, comme je l'expliquais, le moteur d'engagement du producteur, mais aussi comprendre ce qui va déclencher l'acte d'achat et permettre le consentement à payer du consommateur. Donc voilà un petit peu ce qui nous anime au niveau des filières et de notre point de vue sur justement une question de relocalisation de filières, une question d'économie circulaire, c'est des questions qui sont fondamentales et qui ne fonctionneront que si les débouchés marchés sont présents. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Osler de la Petite Boucle, merci pour l'invitation. Donc la Petite Boucle, c'est un projet de logistique vélo sur Saint-Malo qui est dans l'économie circulaire et qui est vraiment axé sur les questions de transition alimentaire. Puisqu'on souhaite proposer à la fois une solution de logistique allée en travaillant sur les livraisons et l'approvisionnement alimentaire entre professionnels, et la logistique retour, donc avec comme l'a expliqué Virginie, la collecte des déchets organiques produits par la restauration, mais aussi tous les professionnels, donc les magasins, les artisans, les hôtels, afin de valoriser ces déchets en compost. En circuit court, sur Saint-Malo, localement, et toute la logistique est réalisée à vélo. Donc l'objectif, évidemment, c'est dans un premier temps d'anticiper la loi AGEC qui va rentrer en vigueur dans un peu plus d'1 an et qui obligera la collectivité et les professionnels à mettre en place un tri à la source des déchets organiques et une collecte séparée en vue d'une valorisation. Et puis plus largement, au-delà de cette loi, c'est d'appliquer un modèle circulaire à la transition alimentaire, de proposer des solutions pour augmenter les échanges entre les producteurs et les professionnels, de décarboner les flux alimentaires, surtout au niveau du dernier kilomètre, et puis via la collecte des déchets et leur valorisation, d'opérer un retour au sol de la matière organique pour permettre des pratiques agricoles plus vertueuses et plus soutenables. Bonjour, du coup, merci également Virginie pour cette invitation. Donc, je suis Quentin Leloiret, je suis chargé de mission au projet agricole et alimentaire territorial de la communauté de communes Côte d'Hérault, donc c'est le PCI qui est situé en face, de l'autre côté de la Rance.
le projet alimentaire territorial, c'est une politique locale qui existe depuis le début des années 2010, qui a pour objectif de mettre en lien production et consommation. Dit comme ça, c'est assez évident, mais finalement, étant donné le nombre, la multiplicité d'acteurs dans les systèmes alimentaires, ça nécessite de mettre en œuvre un panel d'action assez large, ce qui fait que sur le territoire de la Côte d'Émeraude, on travaille sur le sujet du foncier agricole, avec la question de l'installation et de la transmission des fermes. On travaille aussi sur les aspects logistiques, la logistique de proximité. Effectivement, la question du dernier kilomètre est très importante. Mais finalement, à une échelle comme celle de la Côte d'Émeraude, toute la logistique est questionnée. On travaille également auprès de la restauration collective, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, ils ont des législations qui sont de plus en plus pas contraignantes, mais qui les amènent de plus en plus à questionner leurs pratiques. Et il y a notamment la loi Egalim de 2018 qui a bouleversé beaucoup de choses dans les habitudes qu'ils pouvaient avoir, notamment sur la question des approvisionnements. Voilà, donc le Restauco. Et on essaye de travailler avec la distribution, mais pour l'instant c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et enfin, donc la sensibilisation, en tout cas tous les échanges qu'on pourra avoir avec les consommateurs pour les amener à prendre conscience des enjeux de l'alimentation, mais aussi à leur faciliter l'accès à une alimentation locale. Et on essaie aussi d'avoir une approche budgétaire sur cette question. Voilà. Et on va peut-être lancer le sujet. Est-ce que tu peux nous donner ta définition? Qu'est-ce que c'est qu'un système alimentaire? Oui, alors un système alimentaire, c'est quelque chose qui déjà peut se réfléchir à différentes échelles, qui peuvent être internationaux, nationaux ou même locaux. Toutefois, des systèmes alimentaires locaux, 100% locaux, ça n'existe plus ou presque plus. Ils interagissent, ils se complètent, ils se font même concurrence. Donc ce terme de système alimentaire existe depuis 1979 dans le traité d'économie agroalimentaire de Louis Malassis. Il a trouvé une définition au milieu des années 90 qui est donc qui est la manière dont les hommes s'organisent dans l'espace et dans le temps pour obtenir et consommer leur nourriture. Donc ça fait appel à la stratégie des acteurs qu'on va retrouver dans le système alimentaire. Les systèmes alimentaires, leur fonctionnement est extrêmement important puisque de leur efficacité peut dépendre le bien-être ou même l'existence d'une société. Et même politiquement, parce que des royaumes se sont défaits suite à la défaillance de systèmes alimentaires. Alors qu'est-ce qu'on y retrouve effectivement? Donc ça fait appel à tous les acteurs qui vont intervenir auprès du sujet de l'alimentation. Donc ça va des intrants agricoles au départ, avec on va avoir des entreprises d'agrofourniture, des coopératives, mais aussi des infrastructures, des structures financières avec des flux financiers, et aussi des entreprises de fourniture d'énergie, donc des flux énergétiques. Donc on prend conscience aujourd'hui de l'importance que ça peut avoir. Après on va avoir l'étape de la production avec les entreprises agricoles, les salariés agricoles, mais aussi les structures de formation, les chambres consulaires, etc. Ensuite, on aura la transformation, la distribution, la consommation, et après donc les déchets, qui effectivement dans un système alimentaire circulaire normalement devrait retourner à l'étape des intrants agricoles. Et au-dessus de tout ça, en chapeau, on va avoir les politiques foncières et agricoles qui font appel à des acteurs tels que l'État, les collectivités territoriales avec notamment donc, les PAT, mais pas que. Et enfin, pour lier tout ça, il y a un élément qui est extrêmement important, c'est encore une fois donc, la logistique, qui est indispensable parce qu'un système alimentaire, c'est des flux qui circulent, et donc ça peut être des flux physiques, financiers ou informationnels. Et sans la logistique, le système alimentaire n'existe pas, il aurait beaucoup de mal à exister. Voilà. Et tu faisais le pont avec Alexandre, la question de la logistique et des déchets. L'économie circulaire, ce que je disais un peu en introduction, au départ, c'est recycler les déchets.
mais ça va plus loin que ça. Et toi, dans ta pratique au quotidien, ce serait quoi ta définition de l'économie circulaire? L'économie circulaire, en effet, c'est avant tout une réduction des déchets par rapport à l'économie classique qui produit des déchets dont on cherche ensuite à se débarrasser. Et pour moi, l'économie circulaire, quand on porte un projet, quand on crée un projet, c'est le souci premier d'entreprendre dans les limites des ressources de nos écosystèmes. Donc les limites en énergie, en carbone, en eau. Nous, il y a une limite pour moi, une limite qui est très importante et dont on ne parle pas beaucoup et qu'on piétine littéralement tous les jours, c'est les limites du sol, qui sont très... le sol, c'est pas une ressource renouvelable. Il faut entre 100 et 1000 ans pour faire 1 cm de sol cultivable. Donc toutes ces limites-là, il faut les respecter. Et puis l'économie circulaire, pour moi, ce qui m'intéresse aussi dedans, c'est que c'est quelque chose qui permet de dépasser la seule question technologique en fait, et que ça nous amène à beaucoup remettre en cause, réfléchir à nos pratiques, à nos habitudes de consommation, à nos modes de vie, à l'usage qu'on fait des objets, et ce qui la rend très, très accessible et transférable à toutes les sphères de la vie. Et dans un projet d'entreprise comme le nôtre, ça va de l'état d'esprit un peu low-tech, où on utilise on pratique beaucoup le réemploi dans la construction de notre matériel, par exemple les composteurs qu'on utilise. Le vélo, ça en fait partie également, évidemment, parce que c'est très... Du coup, ça tourne? Ça tourne, ça se répare facilement. Donc là aussi, c'est un bel exemple d'économie circulaire. Et puis voilà, c'est quelque chose qu'on peut ensuite transférer à tous les secteurs de notre vie. Et Laura, à Brascafé, ce serait quoi l'approche circulaire et alimentaire chez Brascafé? Je pense que la notion du champ à l'assiette est encore... la notion du champ à l'assiette est plus que essentielle à valoriser dans cette... pour nous, chez Brascafé, c'est aussi pour ça qu'on a cette démarche de produire notre sarrasin. C'est de pouvoir utiliser le sarrasin qu'on produit, le transformer, le servir dans l'assiette, mais d'avoir une vraie traçabilité du produit. Donc il y a vraiment cette relocalisation du sarrasin, l'utilisation de produits vraiment locaux au maximum, ça c'est une deuxième chose, et utiliser uniquement des produits de saison permettant d'avoir une carte qui change au gré des saisons et au gré des produits qu'on a. Est-ce que vous arrivez à mettre en place le compost? La question qui allait arriver. Non, mais par contre, on commence à y travailler avec l'atelier de la crêpe, puisque c'est vraiment, on va dire, notre organisme de formation, un peu notre site pilote sur lesquels on va essayer de promouvoir au maximum, de mettre en place des choses. Donc le compost, ça fait partie des choses qu'on veut mettre en place. Et il y en a beaucoup, on en a quand même beaucoup des déchets, donc on avait quand même mis des choses en place, notamment les galettes de sarrasin que nos élèves font à l'appel pour s'exercer au geste. Donc il y avait différentes options. On travaillait avec la ferme du Prébois où on donnait toutes nos galettes vraiment mal faites aux cochons qu'on utilise dans nos restaurants. Et la deuxième chose, c'est que toutes les galettes qui étaient présentables, on le donnait soit au secours au Resto du Cœur et au secours au secours populaire, exactement. Mais la question est en effet quelque chose auquel on réfléchit beaucoup. Il y a l'ADEME qui met en place quelque chose, qui met en place un process sur lequel on travaille beaucoup, et à la CCI aussi avec Bénédicte Vivien qui aide les entreprises ou les restaurateurs à être en transition un peu durable dans la gestion des déchets. Mais je ne connaissais pour le coup pas votre enseigne, et c'est très intéressant de le mettre en place, et à l'atelier de la crêpe et dans nos restaurants qui sont vraiment l'atelier de la crêpe sur le quai du Guétouin et nos restaurants à Tramuros.
Oui, et puis d'autant plus que vous avez une ferme, vous avez ferme. besoin de Exactement. nourrir vos terres. Oui. Et je crois que Bertrand m'a dit que vous alliez en plus développer un peu de culture maraîchère. Vous Oui. alliez recruter quelqu'un. À partir d'avril, mai, oui. Donc là, le besoin sera Encore plus, oui. C'est pour ça qu'on est en phase de transition là. Et on a, en plus de ça, on a la chance d'avoir quand même des équipes qui sont assez impliquées dans cette transition-là. Donc on crée on va dire une équipe dédiée dans la transition écologique au sein de restaurants. Là en ce moment, l'objectif c'est pour janvier 2023, donc ça prend beaucoup de temps. Et comme vous le disiez, il faut changer toutes les mécaniques et tous les schémas qui sont déjà... voilà. Alors, j'ai encore des questions. L'ADEME, c'est l'expérimentation pour l'excellence environnementale? Non, l'ADEME, c'est vraiment c'est une action plutôt à l'échelle nationale qui aide les restaurateurs, enfin tout secteur d'activité, mais là ils ont lancé en fait l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, une aide. Donc il y a une phase d'audit qui est faite auprès des restaurateurs, un plan d'action à mettre en place avec un certain cahier des charges à respecter. Échelonné à l'année, voilà, pour nous accompagner dans le... Oui. Alors ça, ce mécanisme, je le connais assez bien, parce que j'ai fait partie du comité d'experts de lancement de ce mécanisme. Et si certains sont intéressés par ces questions de transition et de restauration, sur Internet, il y a un guide qui a été produit la première année, avec une liste de bonnes pratiques et d'exemples qui sont vraiment opérationnels, fonctionnels et qui permettent vraiment de passer à l'action avec des exemples de réalisation chez les restaurateurs, donc qui montrent que c'est faisable, quelle que soit la taille un peu de l'établissement. Merci. C'est bien que vous le fassiez. Flore, en tant que plutôt une approche conseil, vous allez intervenir auprès de différents acteurs, mais qu'est-ce qui fait justement que ça peut fonctionner? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça fonctionne, un design de... Ouais, qu'est-ce qu'il faut pour que ça fonctionne? Alors pour nous, sur des thématiques comme l'économie circulaire, comme la transition alimentaire, comme l'agroécologie, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça implique des surcoûts, ça implique des changements de pratiques qui sont fondamentaux sur la gestion des exploitations, qui sont fondamentaux dans la gestion des déchets et qui, en tout cas au démarrage ou en tout cas à la transition, impliquent des surcoûts qu'il faut valoriser auprès des consommateurs. De notre point de vue, pour que ça fonctionne, il faut absolument que l'innovation, que le process, que la filière trouve un débouché de marché. Et donc, il faut qu'on comprenne le marché. Et on n'est pas sans savoir et on n'est pas sans entendre que le consommateur, quand il s'exprime, il a du déclaratif, des intentions d'achat, mais qu'en fait, dans la réalité de ses achats, il est loin de son déclaratif. Nous, notre travail, c'est d'aller comprendre en fait ce delta entre le déclaratif et la réalité des achats, d'aller comprendre ce delta, mais d'aller comprendre aussi que le consommateur, en tout cas chaque individu, a en lui une part de consommateur et une part de citoyen. Le citoyen, il a envie, pour des élevages, de voir des vaches heureuses en plein champ qui broutent de l'herbe bio et qui sont abattues en étant heureuses. Ça, c'est les envies du citoyen. Et le citoyen, il a envie que ça soit comme ça qu'on oriente les systèmes de production. Sauf que quand il est dans son magasin, il a des choix à faire parce qu'il va acheter sa viande dans une circonstance particulière, pour un événement particulier. Il est confronté à des choix, il a 3 minutes, même pas, il a 3 secondes pour choisir son produit devant un linéaire. Il a un porte-monnaie aussi, et surtout, qui dicte aussi son pouvoir d'achat et ce qu'il peut faire. Donc le consommateur, il fait des compromis, et ces compromis le poussent parfois à acheter des produits qui sont pas forcément en accord avec ses valeurs de citoyen. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est la différence entre le déclaratif et la réalité des achats, mais c'est un même individu. Et pour nous, il est nécessaire d'aller comprendre ce que souhaite le consommateur, ce que souhaite le citoyen. Le citoyen, il a des valeurs, il a des convictions, mais il a aussi beaucoup de croyances. Et notre objectif, ça va aller d'être de déconstruire ces croyances, de déconstruire aussi les croyances du consommateur pour aller réduire ce delta et pour aller conseiller nos filières, nos clients et tous les partenaires qui nous sollicitent pour que les cahiers des charges soient orientés en fonction de ce que souhaite le citoyen, mais ni en allant trop loin, ni en allant pas assez loin, donc en gardant une cohérence globale
pour que notre citoyen, lorsqu'il sera dans sa situation de consommateur, il comprenne le produit, il achète le produit et il comprenne la valeur qu'on a voulu donner au produit pour qu'il achète ce produit-là un petit peu plus cher que le produit qui sera à côté et qui n'aura pas les mêmes promesses que lui. Donc on va aller comprendre le côté citoyen du consommateur et comprendre le côté consommateur du citoyen pour essayer de réduire cet écart. Et en fait, de notre point de vue, c'est fondamental parce que c'est la sortie marché qui va tirer les filières et qui va permettre de pérenniser les filières dans des fonctionnements vertueux. Alors là, j'occulte volontairement, mais il y a aussi beaucoup de choses à dire, la distribution, qui, on le sait, ce que donne le consommateur en plus n'est pas forcément ce qu'on va retrouver dans le portefeuille du producteur. Donc il y a aussi énormément de choses à faire à chacun des maillons de la chaîne pour que finalement cette mécanique, on la retrouve de manière vertueuse et que chacun y trouve son compte. C'est intéressant ce que tu dis, mais je me permets une remarque, mais c'est un point de vue du coup très filière, ce qui est le sujet. Mais peut-être que justement, si on pense, là du coup c'est vraiment au service de la rémunération du producteur, si on pense dans une vision complètement systémique, donc déjà penser filière c'est systémique, mais après si on pense agrégation de filières, et du coup changement de comportement global du consommateur, là on va être pas juste sur l'idée de combien il va vouloir acheter à un moment donné, mais comment changer ses pratiques et donc ses envies. Et là ça va nous amener plutôt à des sujets, peut-être dont tu pourras nous parler tout à l'heure Quentin, de défis, famille, alimentation positive, etc. Où là, en fait, il faut accompagner les acteurs totalement dans leur changement de pratique, quitte à ce qu'ils achètent moins et qu'il y ait moins d'argent à se répartir, mais que cet argent, il soit réparti sur le territoire. Oui, il y a des grosses missions de pédagogie et d'éducation, effectivement, à chacun des maillons, parce que, y compris au niveau de la production, voilà, effectivement, et c'est des questions que vous aborderez. Si on se pose la question du design dans tout ça, je me demandais, est-ce que vous avez des missions de conseil, on sait bien, je lance le sujet, peut-être que vous allez nous parler de ce que vous avez fait avec Terre de Source, et comment par exemple Terre de Source avec des filières en application blé, farine, pain, on arrive à des solutions qui sont portées à la fois sur un design systémique, global, de la communication, et aussi finalement un design d'objet qui est au service de tout ce travail qui a été fait en amont. Oui, tout à fait. Alors, Terre de Source, pour vous présenter un petit peu le projet, c'est un projet TIGA, donc Territoire d'innovation et de grande ambition, qui est porté par la collectivité des eaux du bassin rennais, et qui s'inscrit aussi dans le PAT de Rennes Métropole. Et c'est un projet qui vise à accompagner les agriculteurs qui sont situés sur le bassin versant rennais à modifier leurs pratiques pour diminuer leur impact sur la qualité de l'eau et sur la qualité de l'air. Donc des changements de pratiques pour que l'eau qui sort de leur terre, ou en tout cas l'eutrophisation, soit un peu moins importante et que du coup la qualité de l'eau que le consommateur va retrouver à son robinet soit de meilleure qualité. Donc vous voyez un impact sur le consommateur qui est finalement très éloigné d'un produit qu'il va pouvoir consommer, enfin, hormis l'eau. On est partenaire de ce projet, c'est-à-dire qu'on accompagne le projet pour réussir à créer ces filières et pour réussir à créer des produits labellisés Terre de Source qui soient portés à la fois dans des commerces alimentaires, mais également dans la restauration collective. Et effectivement, une de nos premières missions au niveau des Terres de Source a été d'accompagner le lancement commercial de la filière blé-farine-pain. Et donc on a été sollicité pour accompagner ce projet avec une demande très concrète, un sorti produit en boulangerie artisanale dans le cours du mois de septembre donc, de l'année dernière. Pour répondre à cette question-là, étant donné que c'est un projet, comme le disait Virginie, qui est très systémique, qui fait appel à tous les intervenants du territoire pour aller impliquer les producteurs du territoire à modifier leurs pratiques, pour apporter aux consommateurs une qualité de produit supérieure au niveau de l'eau qu'ils consomment, mais aussi une qualité de produit différente au niveau des produits alimentaires qu'ils consomment. Donc là, en l'occurrence, ce sont les producteurs de blé. Et pour accompagner ce projet, il nous a paru absolument nécessaire d'aller comprendre à chacun des maillons ce qu'était l'engagement de ces acteurs dans la filière Terre de Source, mais également d'aller comprendre au niveau des consommateurs
quelle était leur connaissance de la filière blé, farine, pain, quel était leur état d'esprit quand ils rentrent dans une boulangerie, qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans une boulangerie, qu'est-ce qu'ils viennent trouver quand ils vont voir un boulanger, quand ils vont acheter leur pain. Et donc, pour mener à bien cette mission, on a utilisé toutes les technologies, toutes les méthodologies de design qu'on a, toutes non, mais une bonne partie. Oui, parce que sur cette slide, les étapes de la mission, en fait, elles sont très proches de l'étape du travail du designer. Oui, tout à fait. Effectivement, on a été donc mener des enquêtes qualitatives auprès des professionnels, que ce soit les agriculteurs, mais aussi les meuniers, donc qui transforment le blé, aussi les boulangers qui eux utilisent la farine. On a fait des focus, donc des enquêtes qualitatives aussi, mais par focus auprès des consommateurs pour aller recueillir leurs attentes, leurs besoins, leurs ressentis, ce qu'ils pensent quand ils rentrent dans une boulangerie et comment ils dirigent leur acte d'achat justement. Et ensuite on a fait mouliner tout ça, donc ça c'est toute la phase s'inspirer. On a fait mouliner tout ça pour partir après en brainstorming entre nous avec des acteurs aussi, quelques meuniers sélectionnés, quelques boulangers pour aller designer pour le coup de manière graphique un packaging qu'on est en cours de test. Ça fait 1 an qu'il est sorti dans les boulangeries et donc il est en test. C'est une communication de lancement qui, vous le verrez parce qu'on a présenté après, est très, très particulière, ça sort un peu de l'ordinaire. Et donc elle est en phase de test et l'objectif c'est en cette fin d'année d'aller recueillir les impressions des consommateurs, mais d'aller aussi recueillir les impressions des boulangers sur cette communication pour pouvoir l'améliorer et en faire une communication pérenne. Pour nous, ça a été, vous voyez la communication, donc elle est très spécifique, elle est très différente de ce qu'on trouve habituellement dans les boulangeries. C'est un sachet de baguette. Voilà, alors là vous avez le BAT, donc c'est pas très joli, mais effectivement c'est un sachet de baguette et à côté les sachets de farine, parce que au-delà de la baguette, on a également, donc dans la filière blé, farine, pain, on a aussi la filière blé noir, où là l'objectif c'est d'aller vendre de la farine de blé en sachet 1 kg, et principalement dans des magasins spécialisés. Mais pourquoi on l'a créé de cette façon-là? Parce qu'en fait, au cours de nos enquêtes auprès des différents acteurs, on a compris que ce qui rassemble, parce que notre objectif c'était vraiment de faire une communication qui rassemble les différents acteurs, donc qui communique à la fois aux producteurs, aux transformateurs, mais aussi aux consommateurs. Et en fait, on a été chercher les valeurs communes, et les valeurs communes, on s'est rendu compte qu'elles tournent autour du local, elles tournent autour de la préservation de l'environnement, et elles tournent autour de la juste rémunération des producteurs. Mais on s'est aussi rendu compte que le consommateur, quand il rentre dans une boulangerie, il est loin de se poser la question d'où vient sa farine. Il considère qu'il va chez son boulanger pour acheter sa baguette, et donc que sa farine, elle vienne de France, de Chine ou d'Allemagne, il ne se pose pas la question. Pour lui, elle vient du coin. Et il ne se pose même pas la question de quand est la récolte de blé, d'où vient mon blé. Enfin, il est loin d'imaginer, de remettre en doute finalement la qualité du produit qu'il va trouver chez son artisan. Donc en fait, l'artisan, il personnifie vraiment la qualité d'un produit. Et du coup, il nous a semblé, pour justement valoriser les engagements des différents acteurs de la filière, il nous a semblé pertinent de faire une communication filière. Donc d'expliquer, de faire de la pédagogie auprès des consommateurs pour leur expliquer que une baguette de pain, elle existe parce qu'il y a un producteur qui a produit du blé, parce qu'il y a un meunier qui a écrasé du blé, parce qu'il y a un boulanger qui a travaillé bon ça il le sait qu'il y a le boulanger qui a travaillé le blé, mais bref, les étapes d'avant, il ne les connaît pas. Et donc on a voilà. C'est ce qui est décidé, c'est le schéma filière. Plus ou moins bien. Là, le petit dessin illustré, en fait, il explique chaque étape. Il explique chaque étape de transformation du blé, donc de la production à la consommation. Et en plus de ça, la complexité du projet Terre de Source, c'est que la baguette Terre de Source, elle coûte un petit peu plus cher, mais qu'on n'a pas, enfin évidemment que si, parce que du coup on oriente les cahiers des charges de la sorte, mais la promesse de qualité supérieure, elle n'est pas sur le blé, elle est sur l'eau que le consommateur va obtenir à son robinet. Donc le bénéfice individuel de l'achat avec un prix supérieur, il n'est pas sur le produit directement consommé, il est vraiment indirect, il est sur la qualité de son eau. Donc il y avait vraiment de notre point de vue une nécessité de pédagogie sur la filière, parce que l'objectif c'était de lancer un premier produit pour faire émerger la filière, et parce que demain il va y avoir tout un tas de produits qui vont porter le logo Terre de Source, et que l'idée c'est qu'on ne mette pas tout le schéma sur tous les produits, parce qu'il n'y a pas de place sur tous les produits, et donc l'idée c'est de faire rentrer la démarche dans la tête du consommateur pour que demain il achète Terre de Source en ayant un petit peu conscience de ce qui se passe derrière ce logo-là.
et évidemment une communication blanche parce que dans la boulangerie, il n'y a pas de communication blanche. Et donc le consommateur nous a aussi avoué que son sachet de pain, il le prend mais il le jette. Donc là, on voulait qu'il le prenne mais qu'il le lise. Même si demain, l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus de sachet de pain non plus, hein, parce qu'on a un objectif global aussi de réduction du déchet. Donc voilà. Et juste pour rajouter aussi, parce que notre mission c'est d'accompagner le lancement, mais grâce à nos méthodologies de design, ça nous a permis d'aller enquêter auprès des producteurs et des transformateurs et de comprendre du coup les freins, les moteurs d'engagement, mais aussi les freins et les contraintes. Et par finalement cet audit de filière qu'on a pu faire et qui est complètement extérieur à des organisations comme la Chambre d'agriculture ou la Chambre d'agriculture ou les CETA. Donc en étant totalement neutre dans le questionnement qu'on a pu porter aux producteurs, eh bien ils se sont exprimés librement sur leurs freins, sur leurs contraintes, sur leurs envies, sur leurs besoins et leurs attentes. Et du coup, on a pu être un peu des lanceurs d'alerte au niveau de la filière terre de source pour expliquer et réorienter éventuellement les cahiers des charges pour que les producteurs s'y retrouvent aussi dans leur mode de production et que ce ne soit pas des choses impossibles à atteindre avec la moitié des producteurs qui se désengagent dans les années à venir. Un petit exemple, un petit point. Un petit point. Je ne sais pas si je vais réussir à l'expliquer très rapidement. Là, je vous ai parlé du blé. On a des agriculteurs qui sont engagés dans la filière terre de source, qui sont producteurs de blé, mais qui font aussi de la polyculture élevage, et donc qui ont évidemment la partie rémunératrice de leur activité qui est sur la partie élevage. On leur demande des contraintes supérieures sur la partie production végétale. Et en fait, il faut savoir qu'au niveau de terre de source, les engagements des producteurs, c'est via, ou en tout cas les critères de cahier des charges, c'est via des diagnostics IDEA. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, ça impose des contraintes sur l'ensemble de l'exploitation agricole. Donc que ce soit pour un agriculteur qui est en polyculture élevage, c'est à la fois sur la partie élevage et à la fois sur la partie culture. Sauf que les agriculteurs qui sont en polyculture élevage, souvent le revenu, il se fait grâce à la partie élevage. Or, l'élevage, aujourd'hui, n'est pas intégré dans la filière terre de source, mais pour autant, ils doivent, pour une toute petite partie de leur blé qu'ils vont revendre en terre de source, ils doivent engager un plan de progrès sur l'ensemble de leur exploitation. Et du coup, ça, c'est des choses qui n'avaient pas été signifiées, mises en avant, et sur lesquelles les producteurs ont pris conscience finalement de ces engagements-là au cours de l'année de mise en place, et nous ont alerté de ce fait-là, et on est en train de faire évoluer les choses pour que ça soit des plans de progrès, mais aussi que ça touche à la partie impliquée dans le programme. Okay. Donc le design visible, c'est le sachet de pain, qui est joli, qui est amené à disparaître. Qui est amené à disparaître. Et derrière, il y a tout un design. Non, mais après, cette communication, on l'utilise aussi en communication de marque, terre de source, pour expliquer la filière. Vous voyez aussi des sachets de farine 1 kg. Vous voyez que dessus, on ne parle pas du tout d'eau, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le consommateur, c'est pas ça qu'il veut entendre. Ce qu'il veut entendre, c'est que c'est local, que c'est raisonné, et qu'il se reconnaît dans le produit. Donc voilà, on a essayé d'identifier les points communicants. Et toi, Alexandre, rapidement, parce que pour être pas loin du... Voilà, on a encore 8-10 minutes en gros, un petit peu moins de répondre à la question que je te posais. Mais pour toi, le design dans ton projet, la petite boucle, comment il est intervenu? L'Institut Design t'a accompagné un peu, mais est-ce que c'était naturel pour toi d'aller trouver quelqu'un pour développer ton identité de marque? Et est-ce qu'au quotidien, tu te dis que oui, le design de ton outil de travail, de ton identité de marque, etc., ça fait partie de ton projet? Alors, comment je suis venu, je me suis adressé à l'Institut Design, en fait, c'est un peu... c'est lié à mon ancienne vie professionnelle, puisque j'avais rencontré Julien et Damien au moment des travaux du local de l'Institut Design, puisque j'étais conducteur de travaux et j'avais piloté les travaux d'aménagement intérieur. Et en discutant avec eux, j'avais vite compris que l'Institut avait une vision vraiment de territoire et cherchait à accompagner des acteurs du territoire, des entrepreneurs, des porteurs de projets. Donc pour moi, c'était naturel au moment de créer la petite boucle, de m'adresser à eux. Et puis ça s'est très bien fait, ça a été l'objet d'un atelier des étudiants de première année, après des allers-retours, et puis Julien et Thiago qui ont synthétisé les propositions des étudiants. Donc c'était une expérience intéressante parce que pour moi c'est aussi important de travailler en coopération avec des acteurs locaux.
Après, ça c'était la partie graphique, donc puisqu'ils ont fait le logo de la petite boucle, qui est maintenant notre identité. Mais je pense que le design, tout à l'heure je voyais l'intervention précédente qui parlait de design d'écosystème. Et peut-être que ce serait intéressant aussi de travailler avec vous sur, justement, avec l'Institut, sur un écosystème de producteurs, de consommateurs, de restaurateurs, pour justement mettre en place ce fameux circuit court et essayer de l'améliorer, d'intensifier les échanges, de décarboner les flux, toutes ces questions qui sont importantes. C'est peut-être un travail de designer, dans tous les cas, que les designers peuvent aider à faire émerger. Avec plaisir. Ce serait intéressant. Je vais poser une dernière question à Laura qui va devoir partir dans quelques minutes. Mais je voulais quand même te poser cette question, puis après j'ai des questions à te poser. Mais l'approche design, Brest Café est connue aussi pour un peu le talent créatif de son fondateur Bertrand Larcher, et pour cette grande maîtrise de l'identité de marque qui est à la fois créer des lieux qui sont beaux, créer des projets éditoriaux qui sont beaux, des identités visuelles cohérentes, et en même temps toujours très sobre, probablement inspiré de la culture bretonne paysanne et du lien avec le Japon, culturellement. Donc ma question c'est, est-ce qu'il y a vraiment un peu une culture du design à Brest Café qui fait que tout le monde devient sensible à cette réflexion, une forme de sobriété et d'esthétique, premièrement, et deuxièmement, est-ce que cette maîtrise du design, elle n'est pas finalement au service des messages que vous passez, et qui fait justement qu'il devient porte-parole parce qu'il sait designer un projet, un message, et donc le faire entendre? Alors je dirais que c'est vrai c'est notre ADN Bretagne-Japon qui est notre socle de communication. Toute l'identité de marque, elle est simple, et chaque projet Brest Café a son engagement et sa mission en fait. Donc on va dire que nos restaurants c'est la gourmandise, la ferme ça va être vraiment la relocalisation du sarrasin et la transformation du sarrasin. L'atelier de la crêpe c'est vraiment la transmission et le partage des connaissances, le partage d'un savoir-faire. Et en fait en ayant une identité simple pour chaque identité, on en fait. L'écosystème Brest Café a des similarités. On va dire projet par projet, parce qu'on a un engagement commun sur un engagement de transmission, de valorisation du patrimoine breton, de l'histoire Brest Café avec le Japon. Donc on a une identité, on a des logos pour chaque enseigne. On a par contre une colorimétrie qui est identique pour tous les restaurants. On a un bleu défini qu'on utilise dans tous les supports, notamment notre dernier livre, sur tous les livres qu'on a, je dis tous les livres comme si on en avait sorti 10, mais on vient de sortir notre 3e livre aux éditions La Martinière la semaine dernière sur le sarrasin justement. C'est vrai qu'on essaie d'avoir une communication globale, mais avec une identité commune, mais en même temps chaque projet a un engagement bien spécifique. Et chaque engagement par projet, c'est le projet Brest Café dans son ensemble. C'est ce qu'on essaye de faire, et c'est pas facile de définir, parce que on parle d'écosystème, mais du coup nous c'est l'écosystème Brest Café, c'est pas que des crêperies, donc on essaye de transmettre des messages qui ont du sens et qui chaque projet a une mission, et c'est ce qu'on essaye de valoriser et donner du sens à nos projets justement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là vous êtes en train de nous dire que votre organisme est un écosystème à part entière qui lui-même s'inscrit dans un autre écosystème. Et qu'en effet, on peut aussi développer une activité, une entreprise, en la concevant elle-même comme étant un écosystème, une somme d'activités qui ont leur identité et qui interagissent entre elles. Complètement. Après, moi, je transmets ce que Bertrand Larcher a construit, parce que j'ai rejoint la société il y a seulement 5 ans, mais le maître mot de ce qu'il fait et de ce qu'il continue de faire, c'est de donner du sens à notre métier, donner du sens à la filière sarrasin, donner du sens à la Bretagne, aux vertus que la Bretagne offre d'un point de vue restauration, puisque nous, on est vraiment, notre cœur de métier, c'est la restauration, c'est de faire plaisir aux gens dans ce qu'il y a dans l'assiette. Mais en faisant plaisir dans l'assiette, il y a toutes les démarches
autour et en amont qui font encore plus plaisir à nos clients. Et aujourd'hui, nos clients, pour autant le produit reste simple, parce que la galette de sarrasin en tant que breton, ça reste simple, mais on va dire toutes les étapes préalables qui valorisent et qui embellissent la galette, c'est ça sur lesquels les sujets sur lesquels on essaye vraiment d'être beaucoup plus pointu. C'est donner du sens du champ à l'assiette, vraiment chaque étape, c'est donner du sens et essayer de le faire les choses bien en valorisant le producteur, voilà. Et d'ailleurs, on a fait samedi dernier, on a fait la fête du sarrasin. C'est un événement qu'on a porté dans le cadre de l'année de la gastronomie. Donc l'année de la gastronomie, c'est un projet qui a été mené par le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture ainsi que les CCI pendant la période Covid. Donc on a déposé la fête du sarrasin et on a voulu vraiment parler du sarrasin au sens large. C'est-à-dire les bienfaits en termes de santé et nutrition, l'histoire du sarrasin donc avec un ancrage territorial fort, la partie transformation, la partie production dans un premier temps, la partie transformation avec un meunier qui est venu, qui a expliqué, valorisation de la farine de sarrasin avec différents produits, donc pas que de la farine d'ailleurs, parce qu'on a invité un apiculteur, un boulanger, un biscuitier, une entreprise qui fait des sodas, il y avait Bleu Blanqueur exactement, avec Lorraine qui est venue là et donc du coup on a créé un parcours pédagogique donc pour les petits et les grands, parce qu'il y a eu aussi un atelier cuisine on a mené à bien pour aussi transmettre aux enfants, aux plus jeunes. Donc voilà, on a essayé d'aider. Pour le coup, on a fait un vrai design autour de cette fête du sarrasin. On avait vraiment essayé de créer un parcours et de transmettre des informations sur le sarrasin, qui est pour autant une plante vraiment bretonne, mais qui est encore trop méconnue. Donc cette fête du sarrasin, ça permettait de mettre en relief un peu tout le sarrasin, et la concrétisation, c'est bien sûr le livre qu'on a sorti la semaine dernière aux éditions La Martinière sur le sarrasin. C'est vraiment, ça reprend tous les onglets du sarrasin au sens large, pas que la transformation en galette, mais tout ce qu'on peut y faire, et avec l'ancrage du sarrasin en Bretagne qui est quand même... Et est-ce que vous avez un service de design intégré? Pas du tout. Vous faites comment? Alors déjà, Bertrand a la chance d'avoir une fille qui est déjà graphiste, donc elle est bretonne japonaise, donc elle a parfaitement l'ADN, elle maîtrise parfaitement l'ADN Brest Café. Donc elle a un œil, on va dire, assez avisé sur le sujet. Je pense que son père la briefe bien sur l'enseigne Brest Café. Mais non, on n'a pas de... Après, on a différents profils, mais on crée des groupes de travail en fait. Des groupes de travail, et en fait, ce qui, je pense, nous permet d'avancer beaucoup, bien, et c'est comme ça qu'on a vu les choses, c'est de faire travailler des personnes de différents métiers. Donc on rassemble souvent un crêpier, un chef cuisinier japonais, une personne qui est de la communication, pour parler ensemble de la vision et de comment on définit ensemble. Donc là aussi, c'est une méthode de design. Donc vous faites du design d'une certaine manière. Mais sans l'appeler peut-être design, mais le résultat est pas mal. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes pressé. J'ai encore un peu de temps. Et Quentin, pareil, j'ai posé la question qu'à tout le monde, le lien entre les plans alimentaires territoriaux, est-ce que vous faites sur la Côte d'Émeraude et le design, peut-être de manière générale, et puis peut-être sur la question du studio qu'on a mené ensemble l'année dernière. Alors de manière générale, effectivement, travailler sur le système alimentaire d'un territoire, il y a forcément divers exemples d'approche un peu de design, notamment sur l'accès entre le rural et l'urbain, donc entre les lieux de production et les lieux de consommation. Sur le territoire de la Côte d'Émeraude, on va plutôt se questionner sur l'accès entre la côte et la République, qui peut du coup être un frein à la circulation des flux alimentaires locaux. Mais aussi l'architecture urbaine avec l'accessibilité des pôles urbains. Et puis aussi l'architecture, l'organisation des lieux de distribution alimentaire, toujours autour des pôles urbains, donc la logistique, encore une fois la question internationale qui est très importante,
qui va vraiment soit ralentir, soit optimiser ce recours à des productions locales. Après, on peut avoir aussi la question qu'on traite justement, on essaie d'aborder sur le territoire de la Côte-des-Maudes, du design de l'outil logistique qui aujourd'hui n'est pas du tout, tel qu'il est conçu et qu'il est pratiqué, n'est pas du tout adapté à un territoire du périmètre de la Côte-des-Maudes, même si on réfléchit quand même à une surface un peu plus vaste, parce que pour ceux qui ne savent pas, la Côte-des-Maudes c'est 9 communes, donc c'est vraiment c'est assez restreint. Mais quoi qu'il arrive, l'outil logistique est conçu de telle sorte qu'il est nécessaire de massifier de gros volumes de production, donc sur un périmètre bien plus vaste que celui auquel on réfléchit en termes de localité. Et ensuite, une fois qu'ils sont massifiés, ils vont être dispatchés évidemment, mais là on perd totalement la capacité à retrouver des productions locales. Voilà, après il y a d'autres sujets sur la logistique. Encore une fois, il y a la question des lieux de distribution, c'est pour ça qu'on aurait bien aimé travailler avec la distribution. C'est quelque chose qui est ressorti notamment dans le diagnostic que j'ai réalisé en 2020. Le retour que j'ai eu des consommateurs locaux, c'était qu'ils avaient du mal à identifier dans leur lieu d'achat traditionnel ce qui était local de ce qui ne l'était pas. Effectivement, on a peu de temps quand on fait un acte d'achat, particulièrement en GMS. Et donc, pour eux, c'était une barrière, notamment à consommer local. Après, il y a aussi les effets marketing, on va afficher des producteurs, mais finalement, on ne peut pas les retrouver dans les rayonnages. Mais en tout cas, l'organisation des lieux de vente est aussi un frein à la consommation de produits locaux, au-delà de la question du prix, évidemment. Voilà, alors ça c'était pour les aspects un peu généraux. Après, particulièrement dans le PAT, il y a aussi comme l'approche de sensibilisation, avec tous les aspects de communication. Je suis pas particulièrement communicant, donc on a dû faire appel à une entreprise qui nous a créé un plan de communication avec des identités graphiques, etc., qui permettent, lorsqu'on va communiquer auprès de la population, d'être identifié automatiquement. Idem, lorsqu'on a des questions de la loi Egalim, quand les établissements scolaires doivent afficher leur score auprès du public, des consommateurs, des convives, il faut que le support visuel soit efficace, identifiable, etc., que les gens comprennent de quoi on parle. On parle de psycho et de produits durables, mais c'est pas forcément accessible au premier abord. Voilà, donc il y a plein de questions qui se posent sur le design. Pour finir, du coup, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on fait pour agir? Chacun à son niveau. Je crois qu'il y a un événement aussi que vous préparez la semaine prochaine. Je vais le mettre, je vais l'afficher, ceux qui veulent être intéressés. Effectivement, alors, déjà, il existe quand même des associations qui interviennent. Ça fait partie justement des belles créations graphiques de notre designer. Il y a des associations qui interviennent sur le territoire sur des aspects différents, alors, de sensibilisation notamment. Donc n'importe quel citoyen qui souhaite intervenir sur la question alimentaire peut se rapprocher de ces associations-là. Notamment l'association Terre de Liens, avec qui on a conventionné sur le territoire de la Côte-des-Maudes et une partie du territoire de Dinan-Aglo sur la question du foncier agricole. On essaie de mobiliser des citoyens sur le sujet de la veille foncière et d'actions de communication qui sont organisées de temps à autre. Et oui, effectivement, donc j'invite du coup tout le monde à venir aux actions qu'on met en place dans le cadre des PAT, notamment du PAT de la Côte-des-Maudes. Là, c'est une conférence, le terme est un peu pompeux, mais ce sera en tout cas une rencontre sur l'alimentation. Il y aura une première partie qui sera dédiée justement à la logistique et à l'étude qu'on a commandée auprès d'un bureau d'études qui s'est déroulée tout au long de l'année 2022 sur la conception d'une organisation logistique adaptée au territoire de la Côte-des-Maudes. Ça suscite de l'intérêt parce que c'est une question qui est très peu posée. Donc ça donnerait des pistes d'action et de moins des choses à mettre en œuvre si on souhaitait s'engager sur la question logistique au niveau de l'intercommunalité, ce qui n'est pas encore fait. J'imagine que la question du dernier kilomètre décarboné est traitée. Et justement, la question logistique, du transport a posé beaucoup de soucis, puisque déjà
des prestataires qui sont en mesure de faire ces transports-là sur une surface comme celle-là, c'est pas facile à trouver. Enfin voilà, donc si vous êtes curieux, venez. Et ensuite, la deuxième partie sera dédiée à l'alimentation des Bretons et des Bretonnes en 2050. C'est une étude qui a été menée par le Césaire en 2020 et qui prévoit 4 scénarios qui n'ont pas tous vocation à se réaliser purement et simplement, mais il donne une idée de ce que pourrait être l'alimentation dans une petite trentaine d'années. Et on constate aussi que les choses ont tendance à se précipiter, donc ça pourrait aller plus vite. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi j'en ai plein, mais j'arrête un peu. Moi j'ai une question par rapport à Brascafé. Vous êtes dans une démarche de recentrer localement le sarrasin pour faire les galettes et dans une démarche du coup de circuit court et tout. Au Japon, c'est des crêperies aussi qu'il y a là-bas. Donc ça veut dire que le sarrasin qui est produit pour les crêperies japonaises, est-ce qu'il est du coup replanté là-bas? Est-ce qu'il est exporté? Comment ça se passe? Est-ce que vous entrez également hors de la Bretagne dans une dynamique de circuit court Alors du coup, au Japon, c'est du sarrasin japonais. En fait, il y a plusieurs zones, on va dire, de production de sarrasin, à savoir, donc en France, il y a la Bretagne, il n'y a pas que la Bretagne, en France on produit du sarrasin. Il y a les pays de l'Est, le Canada, et le Japon est aussi un pays producteur de sarrasin. Et donc, après, nous, on est allé au Japon parce que c'est plutôt une histoire de cœur initialement. C'est Bertrand, son épouse est japonaise. Mais par contre, il a ouvert sa première crêperie en 1995 parce que les Japonais sont, on va dire, au fait du goût du sarrasin parce qu'ils le consomment pas en galette, mais ils le consomment en soba. C'est des pâtes de sarrasin et en sobacha, c'est de l'infusion de sarrasin, c'est une boisson traditionnelle japonaise. Et donc du coup, M. Archer a voulu ouvrir cette crêperie, enfin la première crêperie au Japon avec du sarrasin japonais. Donc la texture, le goût, le visuel, rien, enfin c'est vraiment différent. La galette de sarrasin au Japon est beaucoup moins alvéolée, c'est pas du tout la même texture, c'est pas la même couleur, c'est vraiment très différent. Donc on va dire qu'au Japon on utilise le sarrasin japonais, en France on utilise le sarrasin breton. Malheureusement, là on est sur un développement où on est à Lyon, à Paris, à Bordeaux. Par contre, on a pour objectif que la ferme Brascafé puisse produire le sarrasin de nos restaurants Brascafé en France. On en est vraiment loin. Pour vous donner un ordre d'idée, du 1er janvier au 1er septembre, sur tous nos restaurants, on a utilisé 26 tonnes de sarrasin. On n'en a produit que 8 à la ferme l'année dernière. Donc on a besoin d'à peu près 40 tonnes de sarrasin pour tous nos restaurants en France. Et donc, avec 8 tonnes de sarrasin à la ferme, malheureusement, on est encore loin. Et donc ça fait partie des gros projets aussi portés par l'association, c'est d'acquérir des terres pour produire plus de sarrasin et de continuer cette démarche qui va prendre du temps, on en est bien conscient. C'est une démarche qu'on a entreprise il y a 2 ans, mais qui va durer probablement plusieurs dizaines d'années pour être en autosuffisance, mais c'est un projet qu'on ne perd pas de vue, même s'il semble assez loin et dans le temps. En tout cas, sarrasin breton. Après, peut-être qu'on achètera les terres à Lyon, à côté de Lyon, pour produire du sarrasin, c'est possible aussi, mais on essaye au plus possible d'être dans cette démarche-là. Une autre question, oui? Moi, j'ai une question qui s'adresse peut-être à chacun d'entre vous, mais répondre qui veut. Et c'est une question un peu bateau, mais je sais pas, j'ai bien envie de vous la poser. Si vous aviez là une baguette magique qui pouvait réaliser un vœu, satisfaire un besoin, combler un manque ou réaliser un rêve fou, qu'est-ce que ce serait? Là, je me dis avec mon énergie quand je dis. C'est facile, mais c'est super dur. C'est vraiment une réponse à chaud. Je pense que il y a quand même une chose qui est très compliquée, en tout cas dans le cadre pour un acteur public sur le sujet alimentaire et agricole, c'est quand même la mobilisation des acteurs, quels qu'ils soient, que ce soit
soit la population agricole ou les consommateurs, enfin tout le monde. Et donc, qui d'un coup un niveau de conscience et d'intérêt pour ce sujet-là, et qui permettent aussi de mettre un peu de côté parfois l'aspect budgétaire. Voilà. Moi, je suis un petit peu monomaniaque sur le vélo, donc ce serait de voir des vélos partout en ville, puis de camions, et des vélos cargo et des composteurs à tous les coins de rue, parce qu'il faudra un jour qu'on s'y mette aussi, tous. Moi, je dirais un peu pareil, que les attentes du consommateur et les attentes du citoyen se réunissent et que le consommateur soit en conscience aussi sur les enjeux, sur les contraintes, sur tous les efforts qui sont faits à tous les maillons de la chaîne pour qu'il y ait une alimentation sécure, saine, tout ce qu'il veut. Mais donc du coup aussi beaucoup de pédagogie pour l'emmener à amorcer lui aussi sa transition alimentaire. Moi, je pense que ça serait plutôt la notion de bien manger qui me vient à l'esprit tout de suite. C'est d'éduquer les plus petits et après les générations à venir à vraiment être sensible à bien manger, choisir ses produits, même si c'est assez difficile de connaître toute la chaîne alimentaire, toute la traçabilité des produits, mais en tout cas qu'on soit sensibilisé dès le plus jeune âge aux notions de bien manger et le goût, les textures des aliments. Nous, on l'a vu à l'atelier cuisine samedi dernier avec les enfants, ils coupaient leurs champignons, c'était vraiment adorable, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'enfants qui n'ont pas la chance de faire ça, d'être sensibilisés aux produits, à la saisonnalité des produits, et ça, je pense que c'est